Alors, donc, Jacques Doyon nous a rejoint en cours de projection, donc voilà, je vous demande de l'accueillir chaleureusement comme vous venez de le faire. Accompagné de Anne-Laure, la distributrice de cette rétrospective. Alors Jacques Doyon, voilà. Bon, on s'était mal compris, on vous attendait avant et on est content de vous recevoir après la projection, la séance. On va faire passer un micro dans la salle, comme on n'avait pas tout bien prévu, etc. On va s'accorder 20 minutes de discussion. Et un dernier petit mot, vous reviendrez ce soir également à la séance de 20h. Voilà. Et peut-être pour démarrer cette discussion, on a vu là ces jours derniers que vous êtes énormément investi dans la promotion de cette rétrospective. Et on voulait savoir, en fait, voilà, comment vous des années après, puisque là, vous aviez une trentaine d'années, peut-être 32, 33 ans, à peu près. Voilà, comment vous avez accompagné, vous, la restauration de ces films, et comment, en tant que réalisateur, toujours en activité, vous vivez cette rétrospective en salle et la redécouverte de ces films? C'est déjà curieux, d'abord c'est Bouxouille est là, alors qu'il fait beau, qu'il y a le jardin du Luxembourg, donc étrange. Ce qui est terrible, c'est descendre des marches, c'est d'entendre on dirait que je suis morte. Ça fait froid dans l'eau depuis déjà quasiment un demi-siècle. Et puis ce qui est curieux, c'est de se dire qu'est-ce qu'en 1978, je peux imaginer que les films seraient à ressusciter et que je suis encore vivant. C'est extrêmement bizarre. Mais c'est assez. Bon, ils ne vont pas vivre des chèques, rassurez-vous, mais c'est plaisant de penser que certains vont survivre un tout petit peu, et notamment celui-ci où on avait 3 sous, mais il me semble que la fille et le garçon ont si joliment travaillé que ça. Voilà, j'ai pas de honte à revenir en parler un peu plus tard. Alors, est-ce qu'on va profiter de votre présence? Est-ce que l'un ou l'une d'entre vous a une question, une impression après la projection? Veut-il intervenir? Voilà, alors je vais vous donner le micro. Non, je vais lui donner le micro. Tenez, madame. Merci. Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, vous faites remarquer qu'il a 50 ans, mais je trouve qu'il n'a pas vieilli d'un poil. Oui. Il est profondément humain. Et finalement, il montre 2 personnes qui, je dirais, malgré l'évolution de la société, n'ont pas changé, existent toujours. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous les avez mises dans un village relativement isolé et un peu hors du monde. Oui, c'était le hors du monde qu'on appelait Quart-Monde à ce moment-là, et qu'on appelle toujours Quart-Monde un petit peu, mais un petit peu moins peut-être, je ne sais pas. Mais c'est un fait divers récurrent, si ce n'est que dans le fait divers, tel qu'on nous le racontait, tel que la presse nous le racontait, tel que l'enfant nous le racontait, c'était strictement mensonger. C'est-à-dire que le fait divers dure au moins 45 jours, je crois même un peu plus, j'ai un peu oublié depuis, et l'enfant pouvait partir dans le fait divers, pouvait partir à tout moment. Donc, ce qu'elle disait, elle, à ce moment-là, c'était j'étais terrifié, mais on n'est pas terrifié 45 jours, surtout lorsque votre kidnappeur n'est pas là souvent. Et alors, l'histoire étant excitante, mensongère, enfin, excitante parce que mensongère, ça donne envie de donner quelque chose qui certainement ne colle pas à la réalité qu'ils ont vécue, ces deux-là, mais qui est certainement plus proche que ce qui nous a été raconté. Voilà. Donc c'était plaisant, amusant,
de se demander comment ces deux-là, ces deux solitudes pouvaient se retrouver un peu et comment ces deux-là allaient si mal dans leur monde que, oui, se retrouver un peu pas si mal était une évidence qu'il fallait essayer d'écrire. J'ignorais que ça juste était d'hiver, mais j'avoue qu'au début, ça m'a fait penser un peu à l'affaire, je ne sais plus, l'affaire criminelle en Belgique du Trou ou du Tronc. C'était pas spécialement drôle, mais après, je trouve que c'est touchant justement de par la relation humaine qui se lie entre ces deux individus. Oui, mais là, je ne pouvais pas imaginer qu'il n'y ait pas une relation entre ces deux-là. Le fait divers est mensonger. Encore une fois, ce qui s'est passé, je n'en sais rien. C'est une divagation hypothétique, voilà, c'est une proposition. Je pense que si on avait donné à 10 cinéastes ce petit fait divers, on aurait eu des films très très différents, évidemment. Celui-ci, c'est celui qui a traversé ma tête, ma pauvre tête, et voilà, mais moi, la réalité du fait divers, je m'en foutais assez. Ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir raconter ces deux solitudes et de raconter avec ces deux-là que j'avais eu la chance de trouver, à savoir cette fille qui est morte quelques années plus tard, et ce garçon que lorsqu'on a présenté le film à Cannes, la presse étrangère notamment, il avait fait un film avant, qui était un film d'Alliot, moi, Pierre Rivière, etc. Les gens pensaient que c'était un débile mental, que c'était pas un acteur. Or, en fait, c'est un énorme travail magnifique qu'il a fait et tellement bien fait qu'effectivement on pouvait penser que c'était que je l'avais volé comme ça. Je crois qu'il faut toujours commencer et que le fait que ce ne soit pas un acteur à l'origine, il aurait pu le devenir. Donc c'est pas. Et il a essayé de le devenir et puis il est devenu prêtre. C'est une façon aussi de continuer à jouer la comédie, peut-être, je ne sais pas. Enfin, nous aventurons pas trop là-dessus. Oui, moi, ce que je trouve remarquable, ce que vous avez particulièrement réussi, c'est de nous mettre, de retranscrire ce temps qui est aussi entre le désir et la peur. La peur et le désir, ça par-delà toute l'histoire, ça marque bien aussi la question de l'adolescence. Cette fille, elle est à la fois terrorisée, mais elle est travaillée par un vrai désir. Lui, il n'est pas dans le désir parce qu'il est d'ailleurs, comme on voit. Mais ce climat, enfin, cette tension entre la peur et le désir, c'est vraiment universel et c'est très très bien transcrit. Merci. Oui, moi j'entends, je vous entends très bien et j'aime bien le mot peur qu'on peut utiliser souvent pour mes films. Mais j'ai entendu le mot tension et je pense que les films que j'ai faits, quand j'ai terminé, j'ai eu le sentiment terminé au montage, j'ai eu le sentiment qu'il était assez tenu, enfin, que la tension, enfin, qu'il ne pesait, que ça tenait avec pas grand-chose. Le film qui me paraît là magnifique d'être tenu comme ça, sans que rien ne se passe, qui est absolument admirable, c'est le condamné à mort de Bresson. C'est tendu du début jusqu'à la fin, et il ne se passera rien du tout. Il ne se passe pas grand-chose, mais il se passe un peu quand même. C'est peut-être pas aussi, aussi tenu que le film de Bresson, mais il est un peu tenu quand même, et peut-être pas si mal, j'espère, à vous entendre. Alors, il y avait une question dans le fond. Oui, bonjour.
Moi, j'ai couru revoir votre film, même s'il fait beau. J'ai vraiment couru. Et je l'avais vu quand j'avais, je crois, 18 ans, avec... je ne sais même pas qui m'avait payé la place, parce que je n'avais pas d'argent de poche, je ne sais pas. Et moi, ce qui m'avait ému, parce que j'avais été émue, c'est l'enfance, l'innocence, jouer au grand, revenir enfant. C'est ça qui m'avait marqué. Comme votre film Paunette, que je n'ai vu qu'une fois. Et quand j'ai fait le trajet pour venir ici, j'ai repensé à un autre film qui n'a rien à voir avec celui-ci. Je ne sais plus le réalisateur, La Petite Sirène avec Philippe Léotard. Ça n'a rien à voir, mais c'est deux films qui m'ont marqué quand j'étais jeune. Mais c'est plus... Ce qui est curieux, c'est la défiance qui est moins grande aujourd'hui que beaucoup de cinéastes ont eu, et ont parfois encore, mais moins aujourd'hui, avec l'enfance. Il y avait une difficulté, on filmait un peu, en simplifiant grossièrement, les enfants, et surtout les petits-enfants, comme les chiens et les chats, c'est-à-dire qu'il y avait le chant sur les comédiens professionnels, ceux qui avaient un savoir-faire, ceux en qui on pouvait croire, et puis de l'autre côté, les chiens, les chats, les enfants. Et là, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Ça m'a toujours paru curieux parce qu'il n'y a rien de plus facile et aussi, à l'arrivée, rien de plus surprenant que de travailler avec des enfants, parce que la surprise est très grande. Il n'y a pas trop de savoir-faire, ou il n'y a pas de savoir-faire, il y en a un peu à la fin du film, il n'y a quasiment pas de savoir-faire, et donc on a là le mot va vous paraître peut-être un peu excessif, mais moi aussi d'ailleurs, mais quelque chose de sauvage, une sauvagerie, voilà, qui est formidable, excitante enfin, formidable à filmer, parce que là on est sur... c'est pas improvisé, il y a des dialogues, il y a des mouvements de caméra, il y a tout un travail. Ce travail, ils peuvent le faire. Ils sont souvent plus à même de le faire que les acteurs professionnels, parce que les enfants savent jouer, c'est des joueurs professionnels, alors que les adultes ne sont pas des joueurs professionnels. Donc c'est facile de les faire entrer dans le jeu, ou de nous de rentrer dans le jeu avec eux. Et du côté de l'interprétation, les surprises, avec les souhaits que l'on donne, les indications que l'on donne, l'interprétation est souvent incroyablement... Enfin, elle est imprévisible. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont du côté... C'est pas l'impression, ils sont plutôt du côté des papillons, alors que les adultes ne sont plus du côté des papillons. Et les papillons, ça m'intéresse parce que je ne sais pas ce qui va se passer. Alors là, on sait ce qui va se passer parce qu'on a la scène, mais malgré tout, avec la scène qui doit se passer à peu près comme ça, voilà, il y a heureusement le papillon qui se lève et on essaie de le suivre. Et c'est pas l'improvisation, mais il y a l'interprétation de ces enfants. Et plus ils sont petits, et plus c'est évident. Je veux dire, Victoire, 4 ans, j'ai été récusé méchamment. On a pu me pendre d'avoir fait ce film. Ça a été un bonheur pour elle comme pour moi. Et c'était un bonheur pour toute l'équipe de réussir à faire ce film. Ça n'a pas été c'est une réussite qui était banale, ordinaire. Je veux dire, pourquoi on ne s'autorise pas à travailler avec eux? Alors, après, c'est pas le film qui leur fait du mal. La complication, c'est de les ramener à la vie civile, si j'ose dire. C'est-à-dire de se dire comment cet enfant qui a fait des choses si difficiles et qui s'est tellement amusé aussi la plupart du temps à les faire, mais avec des efforts, donc amusé, mais en travaillant dur. Comment on peut la remettre dans sa classe de maternelle à essayer donc, ça a été difficile pour elle, le retour à la vie civile, à la vie de la maternelle, et peut-être de la famille, mais ça, je n'ose pas en parler. Oui, c'est cette chose imprévisible. De nos acteurs de 40 à 50 ans, ne me citez pas de nom, mais je ne vais pas vous en citer, mais là,
du côté du prévisible, on est en plein dedans tout le temps. Donc, je ne sais pas pourquoi j'irai au cinéma voir ces gens-là, parce que je sais ce qu'ils proposent, et si j'étais acteur, je serais au même niveau, je ne serais pas plus brillant que ça, et pas plus inventif que ça. Alors, il y a des plus J'aurais jeunes. bien de dire un peu du mal des acteurs, je ne sais pas, c'est ma parenthèse obligatoire. Voilà. Et après, je me sens beaucoup mieux. Je plus profondément. Alors, il y a des plus jeunes dans la salle pour qui j'imagine que c'est une première fois avec vos films. Je ne sais pas si l'un ou l'une des plus jeunes dans la salle veulent. Ok. Merci. Alors justement, moi j'étais beaucoup trop petite parce que j'avais 4-5 ans à la sortie, donc merci à Malavida de faire cette restauration puisque je le vois pour la première fois sur grand écran, et donc vous parliez en fait de ces papillons, de l'imprévisibilité. Moi en fait ce que j'aime dans le cinéma, c'est au sein d'une séquence, c'est de ne pas du tout savoir comment ça va se terminer, d'être vraiment en fait porté par la scène. Et moi ce que j'ai absolument adoré dans ce film, c'est vraiment la complexité très ténue entre l'innocence fantasmée qu'on a des enfants et en fait ce jeu assez subversif, et de voir qu'en fait c'est beaucoup plus complexe que cela. Et je trouve qu'il y a cette scène pivot du désir de bébé qui est assez significative, parce que même si on voit qu'ils sont dans un milieu assez isolé, les gens sont imprégnés. Et donc on voit que cet enfant a entendu parler qu'on puisse avoir des bébés, mais elle ne sait pas du tout comment les faire. Et c'est ce jeune adulte qui lui dit non, et de montrer que en fait la limite est vraiment très 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 fine entre la transgression, la subversion, et que c'est surtout pas manichéen. Et donc j'ai beaucoup aimé l'écriture de ces scènes, et de ne jamais savoir comment va se terminer le plan, et d'être vraiment, vous parliez dans cette tension, de savoir dans le rapport de force qui va un peu dominer. Est-ce que c'est cette fillette, est-ce que c'est ce jeune adulte, et même de ne pas du tout envisager la fin. Et donc moi c'est ce que j'adore dans le cinéma, c'est de ne jamais pouvoir prédire la fin d'un film, la fin d'un plan. Et quand je découvre toute votre filmographie, c'est ça que je retrouve en fait à chaque fois dans votre écriture, c'est d'être constamment surprise, et c'est très agréable de pouvoir voir ce genre de film, parce que l'enfance, c'est tellement compliqué d'en parler, surtout en ce moment, avec toutes les affaires de sévices sexuels qui ressortent, etc. C'est très très compliqué d'en parler. Je trouve que vous savez bien retranscrire toute cette complexité. Et franchement, c'est bravo, c'est vraiment un film formidable. Merci de ce que vous me dites. Alors, je peux dire 2-3 choses. La première, c'est que je ne pense pas que je pourrais, j'ai déjà eu du mal à le faire à l'époque, donc il y a un demi-siècle quasiment, je ne pourrais plus retrouver l'argent pour le faire aujourd'hui, même si ça coûtait 3 sous. Hein. Ça a été fait en 16 mm, en Super 16, vraiment avec un tout petit budget. Mais il y a 2 choses qui m'aident à aller de ce côté-ci et dont j'ai besoin pour y aller. C'est d'abord de commencer une écriture sans savoir où je vais. Je n'ai pas de plan. Et quand j'écris la première scène de quelque chose qui pourrait devenir un scénario, je ne sais pas comment se termine la scène, et je ne sais pas quelle est la scène suivante. Et j'écris, bien entendu, en continuité, comme n'importe quel écrivain. Mais au tournage aussi, j'entends, et je ne peux pas faire autrement que de tourner aussi en continuité. Donc, scène 1, scène 2, et puis après la 3, et après la 4, parce que je vais pouvoir suivre et faire bouger, évoluer un tout petit peu, même si je ne retouche pas beaucoup les notes, les mots, je vais pouvoir faire évoluer. Alors, il y a cette volonté de ne pas avoir de plan, et que le film ne soit pas, comme trop souvent aujourd'hui, l'exécution du scénario, où on sait tout, où on rassure tout le monde, le réalisateur se rassure, j'imagine, les comédiens sont rassurés, tiens, longtemps, les producteurs sont rassurés, les distributeurs, voilà. On cherche à rassurer tout. Et donc, le film est une exécution. Donc, il n'y a pas de vie de tournage, il n'y a pas de vie de film.
Là, je pense qu'il y a, enfin, voilà, ce film-là et d'autres que j'ai fait ont une vie. Ça marche peut-être pas à tous les coups, mais il y a une vie. Mais partir avec un plan en sachant comment ça va se terminer, j'ai fait 2-3 films comme ça, mais j'en ai pas fait beaucoup parce que ça me convient pas. Voilà. Donc ça m'aide à aller chercher des choses dont vous parlez. Alors, bon, c'est un peu frustrant, on va laisser les spectateurs de la séance suivante descendre en salle. On vous retrouve ce soir, Jacques Doyon, pour Les Doigts dans la tête à la séance de 20h. Et là, on aura le temps de parler plus longuement du film et de votre œuvre. Merci beaucoup d'être venu cet après-midi. On vous dit à ce soir. Et pour celles ou ceux qui ont laissé leurs cartes là-haut, n'oubliez pas de les reprendre. Merci, Jacques Doyon.